Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet, je suis ravi de te retrouver et aujourd'hui on va parler crise économique, on va parler récession. Ouais, c'est sûr comme ça là tu te dis, oulala, on va s'amuser. Eh bien figure-toi qu'on va surtout essayer de déterminer si nous sommes dans ces phases de marché parce que tu le sais, hein, notre rôle, que ce soit en tant que trader ou d'investisseur, c'est d'anticiper des scénarios potentiels et non pas d'anticiper l'avenir, d'anticiper des scénarios pour être prêt à agir en conséquence si tout simplement ces scénarios se déclenchent. Alors les questions auxquelles je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, parce que comme tu le sais, je n'ai malheureusement pas toujours pas de boule de cristal, donc je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en revanche, il y a des choses, des éléments très concrets que l'on peut regarder, qui statistiquement dans le passé nous ont permis de prévoir justement ces crises et ces phases de récession, et surtout, eh bien, lorsqu'on rentre dans ces phases, quels sont les actifs qui sont intéressants à acheter, qui vont nous protéger finalement contre cette crise économique, contre cette récession, quelle stratégie à adopter, quels secteurs dans lesquels, enfin, quels sont plus exactement les secteurs dans lesquels investir, et surtout comment gérer notre psychologie et nos émotions. Je vais vraiment essayer de t'apporter un maximum de valeur tout au long de cette vidéo, donc accroche-toi bien, je vais vraiment donner mon maximum pour toi et on démarre tout de suite avec les indicateurs et quelques données à surveiller pour anticiper une potentielle crise économique sur les marchés financiers. Pour parler maintenant de la situation, où en sommes-nous? Et je te propose tout simplement, avec un petit effet spécial, bouh, ouais, presque, on va parler courbe des taux. Alors qu'est-ce que c'est que la courbe des taux? C'est tout simplement un des éléments, ce n'est pas le seul, on va développer ça ensemble, mais un des éléments très surveillés par les investisseurs, notamment auprès du marché américain, pour savoir si effectivement la crise s'approche ou non. Qu'est-ce que c'est que la courbe des taux? La courbe des taux, c'est tout simplement déjà, comment elle est construite. Alors on peut la construire de différentes manières, mais celle que nous on va regarder, parce que c'est celle qui est le plus scruté en tout cas auprès des investisseurs et des traders, c'est la courbe du 2 ans et du 10 ans du rendement des taux obligataires américains. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tout ce schmilblick, tu n'es peut-être pas habitué? Alors déjà, avant de parler de taux de rendement d'obligations américaines, peut-être qu'il est bon de définir ensemble finalement qu'est-ce qu'une obligation. Une obligation, c'est tout simplement un titre que tu vas pouvoir acheter auprès d'un État ou d'une entreprise. En l'occurrence, dans notre exemple, puisqu'on va parler d'obligations gouvernementales américaines que tu retrouveras également sous le nom de T-bonds, bon du trésor, eh bien tout simplement ces obligations, je te le disais, c'est un titre que tu vas pouvoir procurer et tu vas, en achetant une obligation, participer au financement de la dette d'un État, en l'occurrence ici les États-Unis. Sache que c'est également possible sur les entreprises, à ne pas confondre avec les actions. Les actions, tu détiens un titre de propriété, alors qu'une obligation, tu participes simplement au financement de la dette. Hein, c'est plutôt, tu joues quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est tu joues le rôle de ta banque finalement quand toi tu vas l'avoir pour obtenir un crédit immobilier, ils te prêtent de l'argent, en échange, toi tu prends l'argent, mais tu leur payes des intérêts, et bien c'est exactement ce qui va se passer dans le cadre des obligations. Tu vas prêter de l'argent, tu vas mettre à disposition une certaine somme, le montant de l'obligation, et en échange, sur la durée de cette obligation, enfin de cette dette, eh bien tu vas toucher ce qu'on appelle des coupons, c'est tout simplement de l'intérêt et qui est défini justement par les taux dont on va parler dans un instant, donc le taux de rendement de l'obligation. Donc en gros, quand tu achètes une obligation, un exemple relativement simple, c'est l'obligation, elle vaut 1000 euros, tu donnes 1000 euros à l'État, l'État te dit merci mon cher, on va prendre mon cas, mon cher Riquet, en échange parce que tu me finances sur une dette à 10 ans, donc tu me prêtes 1000 euros et que je dois te rendre dans 10 ans, chaque année je vais te donner, par exemple si on prend le taux actuel à 3,96.2 qui est le taux aux 10 ans, je vais revenir dans un instant dessus, eh bien je vais recevoir chaque année sur 1000 euros 39,60 euros, ok, ou dollars en l'occurrence chez eux, 39,60 dollars chaque année pendant 10 ans, et au bout des 10 ans, je vais récupérer également mes 1000 euros. Voilà un petit peu comment fonctionne le marché de l'obligation. Tu prêtes de l'argent, parce que tu prêtes de l'argent, tu prends un risque, donc on te rémunère et on te rend ton capital à la fin, c'est l'objectif. Voilà le premier point. Donc déjà, maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'une obligation, on est en capacité de comprendre un petit peu ce qu'on a sur notre graphique, qui est donc le taux de rendement. C'est pas le prix de l'obligation, c'est le taux de rendement. Donc on va tout simplement comprendre ici à 2 ans,
puisque la bleue est la courbe du taux de rendement à 2 ans, que quand tu prêtes actuellement pour 2 ans de l'argent, enfin que tu achètes une obligation aux États-Unis, tu as un taux de rendement à 4,83 à l'heure actuelle où je te parle. Et puis on a effectivement ici la courbe à 10 ans, donc si tu empruntes sur le 10 ans, tu vas toucher 3,96 comme on l'a vu, sur eh bien tout simplement le montant que tu prêtes. Qu'est-ce qui est important de comprendre? Eh bien, il est important de comprendre que dans une économie, disons, qui se porte bien de manière générale, en tout cas dans 90% des cas, on a un taux sur le long terme qui est plus important que le taux à court terme. Il y a une certaine logique là-dessus. Tu te doutes bien que quand tu prêtes de l'argent à court terme, tu portes moins de risques parce que sur le court terme, tu as plus de chances déjà de te faire rembourser. Il y a moins de phénomènes si tu as étudié que la personne à qui tu prêtes, en l'occurrence l'État ou l'organisation, l'entreprise, l'entité morale à qui tu prêtes eh bien, est solvable. Il y a moins de chances que sur le court terme, elle ne le soit plus, elle ne puisse plus te rembourser, plutôt que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, où là, tu as énormément de choses inconnues, on peut encore moins prédire l'avenir, et donc tu prends nécessairement plus de risques. Donc plus tu vas prêter longtemps de l'argent, plus tu vas porter de risques, et donc plus tu seras rémunéré, ce qui explique pourquoi les taux, dans 95% des cas, sont supérieurs sur le long terme, plutôt que sur le court terme. Ça, c'est le premier point, ok ? La problématique, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une problématique, c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble, c'est que parfois, et c'est le cas actuellement, le taux à court terme, eh bien, est plus important, en tout cas est plus intéressant pour ceux qui prêtent que le court à long terme. Alors quel est l'impact finalement de ça? Eh bien c'est tout simplement que la dette à court terme coûte cher, les emprunts coûtent très cher, beaucoup plus cher finalement que des emprunts à long terme. Et concernant les entreprises, eh bien ça va tout simplement les freiner dans le fait qu'elles vont chercher à s'endetter, hein. Elles vont éviter de s'endetter parce que l'argent coûte cher, le crédit coûte cher, donc les retours sur investissement, en tout cas les marges sont moins intéressantes, et donc si les entreprises investissent moins, elles se développent moins. Si elles se développent moins, eh bien elles embauchent moins. Si on embauche moins, eh bien, il y a plus de chômage. S'il y a plus de chômage, il y a moins de rémunération. S'il y a moins de rémunération, il y a moins de dépenses. S'il y a moins de dépenses, il y a moins de chiffre d'affaires. S'il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins de bénéfices. Et donc, il y a moins de volonté pour les investisseurs d'aller s'exposer sur un marché qui finalement leur rapporte moins. Okay, alors après, il y a des précisions, bien évidemment. Là, je schématise, je fais vraiment le pire des cas, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Quand l'emprunt est cher, on a donc un ralentissement de l'économie pour généralement, et c'est le cas actuellement, faire baisser l'inflation parce que l'esprit explose, ça va trop vite. Et donc, du coup, les banques centrales augmentent les taux directeurs pour justement ralentir ces emprunts, ralentir la hausse des prix et faire en sorte que ça se calme, que les gens puissent continuer grosso modo à retrouver un niveau de vie à peu près tolérable. Et du coup, eh bien, c'est ce qui explique pourquoi les entreprises sont de plus en plus en difficulté, et ce qui explique que du coup, eh bien, on peut avoir des chutes assez violentes des cours. Alors, c'est pas ce qui va suffire, bien évidemment, à expliquer que ça y est, c'est la crise, puisque comme tu peux le voir, à ce niveau-là, en réalité, la courbe du taux à 2 ans est passée supérieure en juillet 2022. Bon, nous sommes en juillet 2023, a priori, tout est plutôt OK. Pour le moment en tout cas. C'est pour ça que je te dis qu'on est vraiment dans une anticipation du scénario. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu quand est-ce que les dernières fois par le passé, on va prendre les 3-4 derniers cas, mais si tu regardes sur les 50-60 dernières années, tu verras que c'est assez intéressant parce que ce que je vais te dire, c'est produit quasiment dans la totalité des cas. Donc les fois où on a eu le 2 ans supérieur aux 10 ans, eh bien ce qu'il faut bien comprendre, c'était ici, tu le vois juste avant 2008, eh bien à partir du moment où on est passé au-dessus du 10 ans avec le 2 ans, eh bien entre 1 an à 18 mois après cet écart, eh bien on a eu une récession. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que le jour où, eh bien, généralement, il faut que le taux à 2 ans repasse sous les 10 ans, c'est généralement comme ça que ça s'est passé dans la plupart des cas, eh bien, on a eu le début d'une récession. Et comme je te l'ai dit, c'est 1 an à 18 mois statistiquement, après que le 2 ans soit supérieur, eh bien, tout simplement aux 10 ans, et on est exactement à 1 an actuellement. Donc potentiellement, dans les 6 mois, on a du risque que cela se produise. Si je reviens un petit peu dans le passé, tu le vois, ça nous a fait exactement le cas ici. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ? Je te laisse te rappeler, donc en 2008, hein, ça te parle peut-être encore plus, avec la bulle qui a complètement explosé aux États-Unis. Ici, en 2000, on a eu une crise également, on a eu une période de récession. Et si tu regardes un peu plus dans le passé, ça nous est arrivé aussi autour des années 88-90. Bon,
Tout ça est-il que c'est pas suffisant pour prévoir la crise, on va surveiller d'autres choses. Et je te le disais tout à l'heure, ce qu'il va falloir voir, c'est que même si pour l'instant les taux à court terme rémunèrent plus, est-ce que l'économie s'en sort? Est-ce que les entreprises continuent de se développer et avoir de la croissance? Donc ce qu'on va observer et ce qu'il faudra, sur lequel il faudra être très vigilant, et c'est ce qui peut impacter les marchés financiers de manière très forte si les résultats sont pas bons, c'est d'une part la croissance. Si la croissance diminue, eh bien nécessairement on a de fortes chances de voir les marchés chuter. Si on a un taux de chômage qui commence à augmenter, ça veut dire qu'on va avoir moins de dépenses et donc on va avoir encore moins d'argent pour potentiellement se financer côté des entreprises. Donc attention, un taux de chômage qui augmenterait ne serait pas une bonne chose. On va surveiller également la création d'emplois. La création d'emplois, même chose. Si on crée moins d'emplois et qu'à côté de ça, le chômage augmente, bah, c'est pas comme ça qu'on va remettre les gens au travail et donc c'est pas comme ça qu'on va avoir plus de dépenses et donc que l'économie va repartir. Et puis on peut regarder également d'autres indicateurs avec, bon, on a parlé du PIB, enfin de la croissance, mais on peut très bien regarder aussi comment se comporte l'activité manufacturière. Est-ce qu'on produit beaucoup actuellement? Est-ce que les directeurs d'achat, et je pense notamment au PMI, sont optimistes ou à l'inverse, eh bien, ils sont plutôt pessimistes avec des niveaux au-dessus ou en dessous de 50. Donc si tu es au-dessus de 50, c'est qu'on va estimer plutôt qu'on est dans une phase d'expansion, dans une phase en tout cas avec de l'optimisme sur les marchés. Par contre, si on est en dessous des 50, ça veut dire qu'on a plutôt une contraction de l'économie et ça rejoint un petit peu finalement le fait que moins de production, moins de dépenses, etc. Je te refais pas le dessin. Si on a envie de se préparer, quels sont les secteurs dans lesquels eh bien, on va peut-être essayer de protéger notre capital, voire même dégager des profits, hein, c'est pas impossible. Quels sont ceux en tout cas qui fonctionnent le mieux en cas de crise et de récession et quels sont ceux plutôt à éviter à mon sens. Là, vraiment, je vais te partager mon avis et tu vas voir que mon avis, c'est juste une réflexion que j'ai posée. Alors, ça mériterait d'appuyer avec des chiffres, bien évidemment, mais je pense que c'est assez cohérent. Les secteurs, on va plutôt parler de ceux que je vais éviter, c'est les secteurs dans lesquels il va falloir, pour eh bien, acheter les produits, emprunter ou alors que l'entreprise en elle-même ait besoin de beaucoup investir pour pouvoir justement se développer. Investir pour eh bien, faire de la recherche, faire du développement, avoir de nouvelles technologies et embaucher du monde. Et tout ça, on le sait qu'en période de récession, c'est pas forcément ce qui est le plus simple et le crédit coûte cher, on l'a dit, donc ça réduit drastiquement les investissements et ou du moins les marges qui sont réalisées. Et donc ça, c'est pas forcément le plus intéressant puisque je te rappelle que quand on achète un titre d'entreprise, notre but c'est que l'entreprise fasse justement un maximum de marge, un maximum de bénéfices pour derrière potentiellement toucher des dividendes ou avoir une valeur de l'entreprise qui croît. Donc ça, ces secteurs-là, je vais plutôt les éviter. Je pense notamment à la technologie, hein, tout le secteur tech qui va être relativement potentiellement impacté par ces taux, ou encore bien évidemment l'immobilier, puisque les particuliers notamment, mais les entreprises aussi, doivent s'endetter. Et si le crédit coûte cher, on va peut-être reporter les projets. On reporte les projets, donc on fait moins de ventes, et donc on fait moins de chiffre d'affaires concernant les agences immobilières ou les grosses entreprises de l'immobilier, et on fait donc moins de marge, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu comprends un petit peu l'idée. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est sur ces secteurs-là, identifier les niveaux très intéressants pour voir quels sont ceux qui peuvent être intéressants à payer plus tard, au moment où justement la situation économique va se retourner et va redonner de l'intérêt à ces secteurs-là. Donc il faut les avoir en tête toujours, laisser corriger, peut-être pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer si jamais on rentre dans cette période de crise et de récession, mais en tout cas, c'est des entreprises que je vais mettre de côté et que je vais passer dans la case surveillance pour pouvoir vérifier les niveaux. En revanche, les secteurs qui vont énormément m'intéresser, ça va être par exemple ceux de la santé, puisque malheureusement, hein, j'ai envie de dire qu'il y ait des taux ou qu'il n'y ait pas de taux, ou que l'argent soit cher ou pas, il y a toujours plus de monde, il y a toujours autant, entre guillemets, de malades, et il faut continuer à soigner. Donc, ce n'est pas forcément l'augmentation des taux qui va jouer sur le fait qu'il y ait moins de malades. Donc, à partir de là, je pars du principe que la santé, potentiellement, peut être moins impactée. Autre secteur qui, je pense, a moins de chances de subir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser ou que ça va grimper et que c'est le secteur dans lequel il faut mettre la maison, bien évidemment, mais c'est tout ce qui va toucher la consommation quotidienne non discrétionnaire, qui va tout simplement être, on va prendre un exemple simple, hein. Est-ce que vous pensez que parce que l'argent devient cher, on va arrêter de se brosser les dents? Est-ce qu'on va arrêter de se laver les cheveux? Est-ce qu'on va arrêter de manger des pâtes? Est-ce qu'on Coca va arrêter de vendre du coca?
Non, je ne pense pas. Peut-être que ça va impacter un petit peu les ventes, mais en réalité, ils vont continuer à vendre, ils vont continuer à produire parce que bah, il y a toujours des gens, les producteurs de riz, ça coûte cher. Oui, ok, l'argent coûte cher, mais il y a un moment, il faut bien manger aussi. Donc après, c'est voir comment ils adaptent leur marge, quels sont ceux qui seront en capacité de le mieux s'adapter. Mais en réalité, tout ce qui est consommation quotidienne, pour moi, bon, bah, ça ne va pas changer énormément. Et c'est pourquoi que même si elles sont affectées, c'est peut-être là où je vais déplacer mes investissements pour, eh bien, au moins pendant cette période de ralentissement économique, eh bien on va pouvoir tout simplement éviter et protéger notre capital. J'ai déjà partagé cette phrase sur mes réseaux, sur Twitter et sur Instagram, et je t'invite à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. J'avais dit, il y a des périodes dans lesquelles il faut gagner de l'argent en trading et dans l'investissement, et des périodes dans lesquelles il faut savoir ne pas en perdre. Et je pense que c'est très vrai, d'autant plus dans les périodes de crise et de récession. Et le troisième secteur, celui dont je voulais te parler, c'est celui des services publics. Pourquoi? Parce que bah, de toute façon, on aura toujours besoin de prendre les transports, on aura toujours besoin d'avoir de l'électricité chez nous, on aura toujours besoin d'avoir des fournisseurs d'eau. Et dans ces phases de marché un peu plus compliquées, en tout cas pour les secteurs qu'on a parlé précédemment, eh bien j'estime qu'on aura toujours besoin d'eux et je ne suis pas sûr que c'est un réel impact directement sur leur activité, sur leur marge et donc sur leur chiffre d'affaires. 1, 2, 3, leur chiffre d'affaires et donc leur marge. Donc voici un petit peu ma réflexion. Et il y a un actif également que je trouve intéressant et que je voulais te montrer. Peut-être que tu t'en doutes. C'est celui dont on parle assez régulièrement. C'est tout simplement le gold. Alors on va aller se mettre sur l'actif. Le gold. Hop. Alors je vais prendre les prix futurs. Tu m'en voudras pas parce que je crois que j'ai tracé. J'avais préparé le tout. J'ai regardé par exemple les 3 dernières crises, donc 2000, 2008 et 2020, ok. Et tu vas voir, on va faire un petit exercice intéressant. On va mettre par exemple le SP500 pour comparer un petit peu quand les actions américaines ont chuté. Alors, on va juste changer la couleur pour que ce soit plus différenciant. Quand les actions américaines ont chuté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, sur le cours de l'or. Donc le SP500 est en rouge, d'accord. Alors attends, parce que j'ai aussi le 10 ans qui est là. Voilà. On voit bien ici, pendant la crise de 2000, on a eu une énorme baisse et tu vois que l'or a plutôt été très très résilient et s'est plutôt bien comporté. Même chose en 2008, certes on a eu une chute de l'or comme tu peux le voir, mais beaucoup moins importante que le gold, que le SP500 et surtout il s'est retourné beaucoup plus vite, donc moins de pertes et un investissement intéressant, donc plutôt payer les replis, essayer plutôt d'aller mettre notre argent sur cet actif. Ok. Et dernier point, c'était en 2020 avec le Covid, bon on le voit, ça a quasiment... Alors attends, je peux pas bouger parce que j'ai mis un pourcentage. Alors c'est pas très grave, regarde, on va se mettre en normal. Hop, on va réduire ça. Voilà. Tu peux voir ici que tout simplement en 2020, on a quasiment, c'est à peine si on l'a touché, le gold. Et puis il est reparti tout droit alors qu'on avait une belle correction immédiate, certes avec le Covid, puisqu'on a une relance, etc. Ça a été très rapide. Mais on voit bien qu'en cas de crise, en cas de phénomène un petit peu de peur, bah, l'or s'avère être une ressource intéressante sur laquelle investir. Maintenant qu'on a parlé des différents secteurs dans lesquels il peut être intéressant d'investir et de trader également, on va parler tout simplement de stratégies. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pendant une récession, pendant une crise économique? Alors la première stratégie, tu t'en doutes peut-être, c'est tout simplement de faire de la vente à découvert, ce qu'on appelle le short selling, la vente tout simplement. Plutôt là en termes de trading plutôt que d'investissement bien évidemment, on va être actif et on va surfer tout simplement sur cette tendance baissière. Il y a une comparaison que j'aime bien, c'est très souvent on compare les marchés à un océan et les traders à des surfeurs, puisqu'en réalité on ne peut pas avoir la main sur l'océan se déplace comme il a envie de se déplacer. En revanche, les traders peuvent surfer les vagues que propose bien tout simplement l'océan, donc le marché, et c'est exactement ce qu'on va tenter de faire avec du short selling. Autre stratégie également, ça va être tout simplement, et puis ça c'est ce que je répète à longueur de temps, mais de diversifier son portefeuille, ne pas tout mettre dans un secteur, bien penser à éclater son portefeuille sur différents projets qui nous intéressent, sur différents secteurs qui sur le moyen long terme, du moins en fonction de nos horizons de placement et de notre façon d'agir sur les marchés, il faut se diversifier. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier permet également de diminuer le risque et comme on l'a dit, peut-être faire des réadaptations d'allocation de votre capital sur les différents actifs que vous avez en portefeuille. Et le troisième point, il est peut-être un peu bête, mais ça peut être aussi tout simplement de rester liquide, c'est-à-dire récupérer tout simplement l'argent de certains investissements pour avoir du capital, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, parfois il est important dans le trading et l'investissement de savoir faire des profits et parfois notre objectif c'est tout simplement de préserver notre capital et le fait de vendre
à bon moment, bien évidemment, et pour ça, il y a de l'analyse technique sur lequel, eh bien, on travaille pour justement déterminer des seuils qui peuvent être intéressants pour sortir. Et bien, à partir de là, récupérer votre capital pour sécuriser déjà peut-être une partie des profits que vous avez engrangés, et puis surtout pour sécuriser, comme on le disait, éviter des pertes ou du moins bloquer du capital sur des phases de marché qui, on le sait, vont être relativement perdantes dans la majorité des cas. Tout ça, c'est bien beau de le dire, mais ça paraît très facile et c'est clair. En réalité, on va agir complètement différemment si on n'est pas préparé et même si on est préparé lorsque ça va arriver. Alors pour terminer cette vidéo, je te propose tout simplement de faire un petit point sur la psychologie et la gestion des émotions dans une phase de récession. Mettre de l'émotion, ou en tout cas ne pas savoir les gérer dans son trading, ça n'a jamais fait bon ménage et malheureusement, ça entraîne très souvent des pertes chez les particuliers. Il va donc être pertinent de gérer nos émotions et notamment les deux les plus présentes sur les marchés qui s'opposent à peu près entre elles. La première, c'est la peur et la deuxième, c'est la cupidité. En période de crise, la peur peut vraiment prendre le dessus parce que soit, eh bien, tout simplement, on n'a pas réussi à tenir notre plan et on n'est pas sorti avant. Et donc, dans ce cas-là, on voit notre capital qui s'effondre et généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va couper au pire moment. Et également, sinon, la peur, c'est tout simplement la peur de rater, de se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Et pour cela, eh bien, rien de mieux que d'avoir un plan, un scénario. Il faut bien comprendre que de toute façon, peu importe ce qu'il arrivera, il sera très compliqué de sortir au meilleur moment. Ce qu'il faut, c'est sortir au moment où on estime qu'il est bon de sortir pour être serein par rapport à son plan. Bravo à ceux qui feront mieux que nous, dommage à ceux qui feront moins bien. Ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est savoir pourquoi on est rentré et pourquoi on sort et surtout pouvoir réagir en fonction du marché et non pas justement en fonction de la peur qui pourrait se mettre en place. À l'inverse, on l'a dit, il y a également la cupidité. Et là, la cupidité, ça serait tout simplement bien, de prendre des risques excessifs, d'augmenter des tailles de position, racheter plus bas sans signal réel pour tout simplement bien, se dire « Oh là là, c'est une belle opportunité, c'est les soldes, j'achète ». Non, détermine bien un plan, ne laisse pas justement la cupidité prendre le dessus, essaye vraiment d'avoir un scénario global, de comprendre ce qui se passe pour que tu puisses re-rentrer dans le marché éventuellement ou prendre des positions qui sont cohérentes par rapport à ce que tu avais analysé et par rapport à tes plans. Le tout, c'est de rester calme et serein, même dans un marché qui peut paraître chaotique. Je vous invite bien évidemment, et vous le savez, à établir un plan de trading que vous pourrez respecter à la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de trading? C'est tout simplement un document que tu vas prendre, tu vas écrire toutes les règles d'entrée, toutes les règles de sortie, pourquoi tu dois entrer, pourquoi tu dois sortir, quand rentrer, quels sont tes signaux techniques, quels sont tes signaux potentiellement fondamentaux qui doivent te faire sortir. Si tu as une carte bien définie de ton tracé, de ta route, eh bien crois-moi qu'il y a moins de chances que tu empruntes un chemin qui n'est pas le bon. Voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit sur cette phase de crise et de récession. Tu sais maintenant quels éléments il faut regarder pour être prêt à savoir si on rentre dans une phase de récession. Tu sais quels sont les actifs ou les secteurs en tout cas sur lesquels moi je partirai si jamais on rentre effectivement dans cette crise-là. Et puis également quelques stratégies que je t'ai partagées et comment gérer tes émotions. Si tu as aimé cette vidéo, tu connais la chanson, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à mettre en commentaire, toi, quels sont les secteurs sur lesquels tu serais potentiellement intéressé d'investir pendant cette crise. Et en attendant, reste très prudent sur les marchés. Ciao!